Je me casse. Ah, mais pour aller où? Un endroit où il y aura des bons films. Eh bah tu nous enverras une carte postale alors. Ouais c'est ça, compte là-dessus. Vous n'êtes plus dans le Kansas. Eh bah vu le nom des bleds, j'avais compris hein. Attends. C'est vraiment ça ton histoire? Je veux dire, t'es allé au fin fond du trou du cul de je sais pas quelle forêt, je sais pas où là, et t'as vraiment trouvé un DVD sur un caillou? Et oh, et on en reparle de l'épisode hors série juste avant là? Non, alors, pépette hein. C'est pas plus con que les autres scénarios qu'on a déjà fait avant, hein. Je te rappelle, cette émission n'a aucun sens. Donc voilà. Bon, sur ce, il faut que je redescende. Mais du coup, t'étais pas si loin que ça. Du coup, comment ça se fait que t'as mis autant de temps à revenir? Bah en fait, bon. C'est drôle Ouais, que t'en c'est- parles. ouais, voilà, c'est pas forcément. C'est Comment compliqué, dire, voilà, c'est. Bon, voilà. Un peu une sombre affaire quand même. Hein. Bande de sacs à... We smoking them all. Ayo. We smoking them all. Ayo. Avatar est un film de science-fiction américain sorti sur nos écrans le 16 décembre 2009, et oui déjà ça ne rajeunit pas, et réalisé par James Cameron. Alors, qui est James Cameron? Comment ça, qui est James Cameron? Parce que c'est rhétorique, c'était une question rhétorique. Parce qu'il n'y a pas réellement des gens ici qui ne savent pas qui est James Cameron. Bah, j'espère pas, mais on sait jamais, peut-être. Ok, et toi, dans le plus grand des calmes, t'es d'accord pour qu'il fasse partie du public? Alors, si tu te mets à faire la fine bouche sur le nombre d'abonnés qu'on a, hein, parce qu'on a 535 actuellement, je rappelle, hein, je sais pas si tu pinailles, je serais jamais payé, quoi. Alors, James Cameron est né en 1954 au Canada et se destine assez tôt au cinéma après quelques petits boulots comme mécanicien ou conducteur de camion. En 1980, il se fait remarquer par Roger Corman, un réalisateur et producteur de série B à qui l'on doit des films comme La Petite Boutique des Horreurs, et l'engage dans sa boîte New World Pictures.
James Cameron travaille alors principalement sur les effets spéciaux avant d'être nommé directeur artistique sur Les Mercenaires de l'espace, puis directeur de la photographie et réalisateur de la deuxième équipe sur Galaxy of Terror. Il travaillera également sur les effets spéciaux de New York 1997 de John Carpenter. Remarqué pour son travail, il est alors nommé réalisateur de Piranha 2, Les Tueurs Volants, suite du Piranhas de Joe Dante. Mais sa relation avec le producteur du film se dégrade tant et si bien que le contrôle du film lui échappe. Aujourd'hui encore, le film n'est pas crédité dans la liste officielle du réalisateur, qui a toujours renié la paternité du long métrage, même si une version Director's Cut du film a existé un temps aux États-Unis en VHS. Et ça, ce n'est que le début. Dans un sens, tant mieux, parce que sinon, l'émission d'aujourd'hui n'aurait pas lieu d'être. C'est en 84, après l'échec de Piranha, que Cameron écrit le script de ce qui deviendra bientôt un pilier de la science-fiction moderne, Terminator. Tourné pour un budget dérisoire de seulement 6 millions de dollars, le film en rapportera plus de 80. Il est alors énormément sollicité par Hollywood pour qu'il écrit plusieurs scripts comme ceux de Rambo 2 La Mission, puis de Alien Le Retour, avant de se voir proposer lui-même la réalisation du film. Sacré nouveau génie d'Hollywood, Cameron enchaîne avec la réalisation de Abyss, un film audacieux tourné dans des conditions extrêmes grâce à de nouvelles caméras de son invention pour tourner sous l'eau. Le film n'aura qu'un accueil mitigé, mais cela n'empêche pas Cameron de repartir à l'attaque avec la suite de son premier succès, Terminator 2, Le Jugement Dernier. Get down. Malgré un budget important pour l'époque, 100 millions de dollars, le film en rapportera plus de 500 à travers le monde. Franc succès à la fois critique et au box-office, Terminator 2 a eu et a encore aujourd'hui une influence importante dans la pop culture, et a même eu droit récemment à une conversion en 3D. Il fait d'ailleurs partie de cette courte liste de films qui sont meilleurs que l'original, avec l'Empire contre-attaque, Terminator 2, Mad Max 2, Blade 2, Spider-Man 2, Crash sur Machat 2. Ah si, il est mieux que le 1. Ah bah si. Je valide. C'est un film valide. Balle au centre, on continue. Bref, il réalise ensuite un remake au film La Totale de Claude Zidi intitulé True Lies avec Arnold Schwarzenegger, mais c'est en 97 que le réalisateur frappe de nouveau un grand coup. Lors de la production d'Abyss, Cameron s'est extrêmement documenté sur le destin tragique du Titanic, et l'idée ayant fait son chemin, il décide de s'atteler à la réalisation d'un projet démesuré pour l'époque. I can see the Statue of Liberty already. Very small, of course. I'm the king of the world! Le film est coproduit par deux studios rivaux, la 20th Century Fox et la Paramount, et alors qu'il est budgété au départ à 150 millions de dollars, il en coûtera au final plus de 200, ce qui représente plus que ce qu'avait coûté en son temps la fabrication du Titanic. Prophétisé comme étant un gouffre financier qui mènerait les studios producteurs à la faillite, le film devient le plus gros succès au box-office de tous les temps, avec plus de 1,8 milliard de dollars de recettes, ainsi qu'une consécration avec 11 Oscars, dont 4 pour James Cameron. A savoir que seulement 2 autres films ont eu autant d'Oscars dans l'histoire du cinéma, Le Retour du Roi et Ben-Hur, donc c'est quand même pas de la merde. Finalement, en 2009, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, il revient de nouveau avec le film le plus cher de l'histoire, Avatar, basé sur un scénario écrit dans les années 90, mais qu'il n'avait jamais tourné faute de technologie adaptée, le film nécessitant la création de personnages en images de synthèse photoréalistes. C'est en voyant Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson et le travail apporté sur le personnage de Gollum que Cameron décida qu'il était temps de porter cette histoire à l'écran. Bon alors très bien, mais de quoi ça parle cette histoire? Rassure-moi, c'est rhétorique de nouveau. Non mais c'est façon de parler, c'est juste, c'est dans l'écriture, c'est pour rythmer le script, c'est pour la narration. Ok, non, j'ai eu peur hein, pendant un court instant, je me suis dit il va falloir que j'aille lui défoncer la gueule. Alors juste par curiosité, je serais intéressé de savoir comment tu vas faire pour me péter la gueule par écran interposé en fait. Ah mais je te rappelle que je ne suis pas tout seul. Florian, s'il te plaît, bring the motherfucker please, défonce-lui sa gueule. Quoi, moi? Non mais je suis déjà pas payé pour faire l'émission. T'as cru que j'allais me battre pour toi?
Non mais tu m'as pris pour un singe ou... Affiché. Alors déjà pour situer pour tout le monde, l'histoire parle de Pandora, une planète à l'autre bout de la galaxie sur laquelle l'humanité mine de l'unoctanium, un minerai précieux qui permet de mettre un terme à la crise énergétique sur Terre. Sur cette planète vit une race d'indigènes humanoïdes appelés les Zomaticaya ou Na'vi. Une équipe de scientifiques est donc également sur place avec les équipes minières et a créé des avatars, dans lesquels ils glissent leur esprit, si on peut dire, et avec lesquels ils peuvent arpenter Pandora plus librement et se lier d'amitié avec le peuple autochtone. Alors je dis librement parce qu'en fait l'atmosphère de Pandora n'est pas respirable pour les êtres humains, hein. Tu tombes dans les pommes très vite. Et à part si t'es dans un avatar qui donc a la physiologie d'un Na'vi, t'es obligé d'avoir un masque à gaz pour pouvoir respirer dehors. On fait donc la connaissance avec Jake Sully, un ancien marine sur le banc de touche à cause d'une blessure qui l'a rendu paraplégique et qui erre un peu sans but sur Terre. On peut dire qu'il est en roue libre. Y'a faute, bougez pas le ballon là. On avait dit pas sur les handicapés, vous êtes dégueulasses les gars. Je veux du jeu régulier. Allez, on recommence. Ouais, non, en fait, non, en gros, il a raison, ça se fait pas de blague sur les handicapés, non, c'est pas bien. La prochaine fois que tu veux faire une blague un peu comme ça, tu fais une blague sur les gros, ou sur les homos, ou sur les femmes, ou sur les arabes, ou sur les juifs, ou sur... Mais le destin de Jake change quand son frère jumeau est assassiné. Alors voici votre frère, il est mort, il s'est fait tuer quoi. Les mecs, non là vous avez merdé, ça c'est pas mon frère, ça c'est une commodie qui a Vrigbruk. Ouais, je me disais bien aussi. Ayant le même code génétique que son frère, il est envoyé alors en remplacement sur Pandora dans le cadre de la mission Avatar. Oui, parce que mine de rien, la création d'un avatar, ça coûte quand même un peu des ronds, hein, ça coûte cher, presque aussi cher que s'acheter un sandwich club dans le TGV, donc c'est pour vous dire, ils peuvent pas trop se permettre de l'avoir dans le cul, tu vois. Bah, mine de rien, ils ont quand même eu pas mal de chance qu'il ait eu un frère jumeau, sinon c'était de la baise. Bah c'est surtout que sinon, t'aurais pas d'histoire. Donc après un long voyage à bord de ce qui ressemble à la Tour Eiffel dans l'espace, il arrive sur Pandora et on fait la connaissance de plusieurs autres personnages clés de l'histoire. Alors du côté des scientifiques, on a Norman. Oh! Non, pas celui-là, lui là, voilà. Ensuite, il y a Grace, interprétée par Sigourney Weaver, qui est le chef de l'expédition scientifique et qui n'a pas l'air de trop l'apprécier au départ, hein. Ouais, mais faut la comprendre aussi. Elle, à la base, elle devait avoir le frère, scientifique, avec des années d'expérience, se retrouve avec le frangin, ancien marine, dans une chaise roulante. C'est comme si à la place de Messi ou de Neymar, on te mettait Gérard, 53 ans, unijambiste, alcoolique, jardinier. Pas terrible. Côté militaire, il y a Trudy, une jeune femme au tempérament bien trempé, un peu garçon manqué, qui est interprétée par... Attends, je devine, au pif. Michel Rodriguez. Et surtout, il y a le colonel Quaritch, un bienfaiteur de l'humanité, un grand philosophe des temps modernes. Non, je déconne, c'est le gros stéréotype du militaire bien vénère avec un taux de testostérone qui crève le plafond et des idées bien arrêtées sur tout un tas de sujets. Je vous fais pas de dessin, on tient là évidemment notre antagoniste principal, puisque on voit évidemment que c'est un sacré fils de pute. Mais pour le moment, Jake, qui est toujours un militaire de formation, je le rappelle, va suivre ses ordres, qui sont d'espionner les Na'vi dans le cadre de la mission Avatar, afin d'avoir des informations tactiques et stratégiques pour les battre. Car que font les États-Unis quand quelqu'un se tient sur une ressource qu'ils convoitent? On envoie une bonne dose de démocratie. Bon bref, Jake s'habitue très vite à son avatar et part en mission avec Grace et son équipe, mais Pandora c'est un peu comme l'Australie quoi, si vous voulez, c'est dangereux, et très vite il se retrouve séparé de son équipe, perdu dans la jungle, tout seul. Je suis seul au monde, y a rien à faire, je suis seul au monde. Jake galère un petit peu dans Pandora Park ou Jurassic Pandora, c'est comme vous voulez, mais il est sauvé par une autochtone, Neytiri, qui l'emmène auprès de sa tribu. Alors au début ils sont pas super chauds, hein, mais comme Jake est un guerrier et que d'habitude c'était des scientifiques, et qu'en plus 2 minutes avant il a été jugé digne par le pissenlit cosmique là, les Zomaticaya décident de le garder et de lui enseigner les us et coutumes de leur peuple. Évidemment, ça plaît au colonel. Parce que c'est un connard, hein, ça n'a pas changé depuis le début, c'est toujours un gros con. Du coup, Grace, qui n'aime guère que les militaires fouillent dans ses affaires, décide d'envoyer l'équipe à part dans les montagnes de l'Alléluia. Et le Seigneur me parla, et il me dit dans sa grande bienveillance qu'il adorait ce nom. À partir de là, on est en VFR. Ça veut dire quoi, VFR? Notre invité ce matin, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes là? Et oui, c'est ce que je dis, on est dans la merde. Au fur et à mesure que le temps passe, Jake passe de plus en plus de temps dans son avatar aux côtés de Neytiri, ce qui nous permet également d'en apprendre un peu plus sur la faune et la flore de Pandora. On y découvre notamment de magnifiques insectes hélicobites ou comment chasser le gibier quand vous êtes tout grand et tout bleu.
ça m'a pas l'air très vegan tout ça. Après encore un moment d'apprentissage, Jake est enfin jugé digne d'aller dompter un Ikran, une sorte de ptérodactyle bien vénère qui permet de se balader librement dans la pampa. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est même très bien. Il l'a fait. De son côté, Quaritch veut passer à l'action et forcer les Na'vi à dégager, ce qui n'a plus trop l'air de plaire à Jake vu que, mine de rien, à force de passer du temps avec Neytiri, non seulement il est devenu un membre à part entière de la tribu, mais en plus il est tombé amoureux d'elle. Alors pour les petits curieux, sur YouPorn il y a une catégorie pour ça, ça s'appelle... Terminé, terminé, tu moules ta gaufre, on gagne déjà pas grand chose sur l'émission, j'ai pas envie d'être démonétisé à la vitesse de l'éclair. Hein. Ouais attends, nous la fais pas, de toute façon les SVF ils sont pas monétisés parce que de toute façon on balance des tonnes de musiques qui sont pas libres de droit. Hein. Donc il y a plein de vidéos que tu peux pas voir si t'es aux îles Fidji, aux îles Féroé ou en Allemagne. Mais ils parlent pas français donc on s'en fout en fait. Tu veux dire qu'on est hors la loi là? On est youtubeur cinéma. C'est presque pareil. Bah, c'est pire quoi. À un moment, Jake et Neytiri s'endorment dans les bois et à leur réveil, les bulldozers de la compagnie s'enjambrent à la forêt en mode « nique bien ta grand-mère ». D'ailleurs, faudra m'expliquer comment les bulldozers ont réussi à foutre le feu là derrière, là-bas. C'est peut-être Hans? Hans geht sie Flammenwerfer. Fuck, that's so. Du coup, après ça, Quaritch n'a plus de raison de garder les avatars en ligne et les fait débrancher façon Matrix. Ce qui va nous amener à un des plus gros balecs de l'histoire dans 3, 2, 1... Vous vous rendez compte? C'est comme un réseau d'une dimension phénoménale auquel les Na'vi ont accès et grâce auquel ils peuvent échanger des données, de la mémoire, dans des lieux tels que celui que vous venez de détruire. Oui. Du coup, le colonel va attaquer l'arbre maison, mais Jake parvient quand même à prévenir les Na'vi en expliquant toute la situation. Alors bon, ils le prennent mal, forcément, mais Jake tente le fameux « ça, c'était avant de te rencontrer, mais... Ah, mon cher Florian, c'est une action risquée, on le voit, il a tenté la technique du mea culpa, la technique qu'on connaît plus généralement sous le nom du « c'était avant de tomber amoureux de toi ». Oui, une tactique très risquée, mon cher, puisque de mémoire, je ne l'ai jamais vu fonctionner. Ah oui, ça on peut le dire, c'est une belle connerie, hein, oui. On se souvient tous, hein, d'ailleurs, hein, de la Coupe du Monde en 83. 83, oui, le très Roi bien. Lion 2 l'avait tenté. Hein. Un échec, hein. Ouh, et du coup, l'équipe adverse, hein, ils en profitent, hein. Ouh, ils leur remettent plein le cul, si je puis me permettre. Oui, il me semble que c'est le terme technique. Ah oui, c'est le terme, tout à fait. On peut dire qu'il y aura de quoi se chauffer cet hiver. Hein. C'est un aller simple pour la prison, pour les scientifiques. Tout à fait. Et oui, pour l'instant, hein, faut avouer, hein, c'est la team des gros balourds qui domine, hein, avec leur jeu musclé et percutant. Hein. Tout à fait. Je sais pas si la team Science va pouvoir revenir au score, hein, parce que là, ils se sont pris un coup décisif. Hein. Oui, c'est vrai, il va falloir amener le jeu clairement plus loin que ce qu'ils nous ont proposé. Il faudra voir si le coach fera une bonne discussion de mi-temps, hein, pour motiver ses joueurs. Après ça, Michelle Rodriguez vient les délivrer, mais dans leur fuite, Grace se fait grièvement blesser par Quaritch, qui nous tape au passage un super record pour ce qui est de l'apnée sur Pandora. D'ailleurs, t'as jamais fait ça toi, dans les films, quand il y a des scènes d'apnée et tout, tu retiens aussi ta respiration pour voir si c'est crédible? Si, on l'a tous déjà fait ça. Et alors, ça donne quoi? Alors moi, je suis déjà mort 143 fois. 143, mais... T'es un mort vivant. Dans l'espoir d'arranger les choses, Jake retourne dans son avatar et va dompter Torok, un Ikran géant, pour regagner la confiance du peuple. Il les supplie d'aider Grace, mais malgré une tentative d'intégrer son esprit dans son avatar, elle est trop faible et meurt de ses blessures. Alors, en revanche, là c'est un très bon cosplay de Poison Ivy. Hein. Jake demande ensuite aux Na'vi de partir chercher de l'aide un peu partout pour combattre Quaritch et ses sbires. Les Amaticaya obéissent et partent donc réunir les autres clans pour le combat à venir. Et le roi répondra. Vient donc la grande confrontation finale. Les Na'vi se battent dans les airs et dans la forêt contre les forces de Quaritch, mais ont bien du mal à s'imposer. Ils galèrent même complètement. Mais heureusement, la Terre-Mère se mêle au combat, l'esprit de Pandora vient à leur aide, et les marines se font défoncer par des putains de dinosaures. Mon mère, c'est des dinosaures. Mon mère, c'est des putains de dinosaures. Jake arrive à détruire le convoi d'explosifs et à endommager le transport de Quaritch, qui arrive quand même à s'en sortir une fois encore. Un super atterrissage de super-héros, regarde!
Super atterrissage. Ça nique les genoux, faut le savoir. Et finalement, ça se met sur la gueule sévère. Quaritch finit par être tué par Neytiri, ce qui met fin à l'exploitation de la compagnie sur Pandora. Les humains sont renvoyés chez eux, à part certains triés sur le volet qui sont autorisés à rester. Surtout les scientifiques en fait. Et finalement, Jake fusionne sa conscience dans son corps Na'vi, et voilà, c'est la fin de Avatar de James Cameron. Et du coup, on va avoir plein de choses à dire. Ça ressemble un petit peu à Pocahontas quand même. Ô Seigneur, délivre-nous des clichés, dès la palissade, Amen. Alors, ce truc-là, on l'entend quand même depuis que le film est sorti. À un moment donné, il faudrait être original. Non mais d'accord, mais même pas un petit peu. Non, ok, il chante pas, mais... Bon, alors je vais le dire une bonne fois pour toutes. Tous les gens là, qui viennent dire « Oui, Avatar, ça ressemble à Pocahontas, tout ça, je leur dis... Voilà, c'est la première et dernière fois, je vous le dis. Bon, ils ont raison. Enfin, un petit peu. Ah! Alors ça aussi, ça commence à être un peu revu. Avatar sort donc en salle le 16 décembre 2009, et c'est rapidement un énorme succès. Un succès phénoménal même, puisque certains cinémas ont même dû proposer à un moment de vendre des tickets pour les séances du lendemain, voire du surlendemain, en raison de la forte affluence. Je me rappelle l'avoir vu dans des salles de cinéma qui étaient tellement bondées, qu'on l'a maté finalement sur les marches. Et c'est pas très confortable les marches pendant 2h45. Mais pourquoi tu l'as vu combien de fois 5 fois. Alors ça commence à faire un peu beaucoup là, ça, je dirais même que ça vire à l'obsession, voire à l'obsession malsaine si tu dois t'asseoir sur les marches du cinéma. Ouais, non, c'est autant que La Revanche des Sith et le dernier volet d'Harry Potter, il me semble. Si vous voulez, je peux vous prescrire éventuellement quelque chose. Suppo, sirop, même en comprimé, y a pas de souci. Puis si vous avez besoin d'en parler, bon, je connais d'excellents confrères, des collègues, des spécialistes qui seront ravis de... Non mais c'est bon, hein, ça va, je me sens bien. Malgré son budget conséquent, le plus important de l'époque avec 237 millions de dollars de production, le film en rapportera presque 2,8 milliards. Ce faisant, il deviendra le plus grand succès commercial au box-office devant, je vous le donne dans le mille, Titanic, un autre film de James Cameron dont on a déjà parlé en début de vidéo. Ce qui fait que ce mec-là, à lui tout seul, a rapporté à l'industrie cinématographique presque 5 milliards de dollars avec seulement 2 films. Alors, si vous n'arrivez pas à vous faire une idée de ce que ça représente, j'ai des chiffres. Ça fait à peu près 715 millions de kebabs, 384 millions de mois d'abonnement à World of Warcraft ou encore 12,5 millions de Nintendo Switch. C'est pas possible. Ah si, je t'assure, c'est vraiment les chiffres, hein. Tu veux refaire les calculs? Ah non, mais les Switch, 12,5 millions de Switch, c'est pas possible, y a pas de stock. Oui, ben des PS4 alors c'est le même prix. Ah, des PS4? Oui, ça passe. Combien t'as dit que ça faisait de kebab? Bon, vous allez me dire que le box-office n'est pas forcément gage de la qualité d'un film, et vous aurez raison. Mais force est de constater que le film est une réussite. Pour commencer, il est le premier à réellement populariser la 3D. Même si d'autres films avant lui utilisaient déjà ce procédé de tournage et de diffusion, James Cameron va plus loin en décidant de ne pas l'utiliser comme simple gadget puisqu'il pense la mise en scène et les cadrages en fonction. En résulte des plans ahurissants aux images grisantes grâce auxquelles la planète Pandora prend littéralement vie devant nos yeux dans une excentricité assumée. Il est d'ailleurs intéressant de constater la vitesse à laquelle Hollywood s'emparera du filon en convertissant en 3D un nombre important de gros blockbusters dont la qualité n'est plus approuvée, comme le choc des titans, ou le dernier maître de l'air. Ceci dit, depuis Avatar, les films utilisant la 3D à des fins de mise en scène se comptent sur les doigts de la main, le reste se contentant au mieux d'afficher de jolies profondeurs de champ. Tout ça dans le but évident de faire grossir artificiellement le prix des billets et donc de faire grossir les recettes finales au box-office. Mais cette histoire de 3D prouve bien quelque chose. D'aucuns auront vite fait de dire que si le film a été une telle réussite en salle, cela tient avant tout de son côté technologique révolutionnaire. Mais même si j'admets qu'il est une corollaire évidente, cela n'explique pas tout. Je pense que si le film avait été fait en 2D classique, il aurait sûrement rencontré peu ou prou le même succès. Car la qualité intrinsèque d'Avatar tient avant tout à son scénario, que certains ont qualifié de classique, voire simpliste. Mais si le long métrage a su autant hypnotiser la planète, c'est qu'il touche avant tout à des fondamentaux inconscients. Parce que mine de rien, hein, je vous assure qu'il y a une tonne de mecs qui rêveraient de pouvoir pondre un script comme ça. Hein, c'est sans déconner. Sous ces faux airs simplistes, en réalité, il se cache vraiment une pureté dans l'écriture, une logique imparable où chaque chose a sa place au bon moment. Film somme tel que l'on en voit rarement, Cameron fait avec Avatar ce que Peter Jackson, George Lucas ou encore les Wachowski avaient fait avant lui, c'est-à-dire synthétiser une nouvelle fois un mythe universel à l'origine de tous les récits fondateurs de l'histoire avec une force et une évidence rares.
Car si Avatar est un tel chef-d'œuvre, ce n'est pas pour son incroyable utilisation de la 3D ou de la motion capture, mais bien pour la façon avec laquelle il touche à quelque chose de fondamental en chacun de nous. Alors on pourra toujours pinailler et trouver le propos parfois naïf, mais cela n'enlève rien à la superbe du film et à son côté universel et transgénérationnel. Bref, une prouesse tant artistique que technique, film généreux et novateur qui touche finalement à ce qui fait l'essence même de la condition humaine, un grand film, un chef-d'œuvre même, qui est la marque des plus grands, certains diront même des génies. Oh, t'as bien failli me faire chialer, tiens, avec toutes tes conneries. Oui, bah, c'est quand même toi qui as ramené les bons films. Hein. Tu sais, nous, on n'avait pas tellement d'idées. On aurait pu tout aussi bien parler de Machete ou de l'adaptation de Benoît Brisefer avec Gérard Jugnot. Hein. Ah non, c'est bon, j'ai plus faim. Non, j'ai assez mangé là. Hein, non, parce qu'on se remet, hein, quand même, de Green Lantern et de Suicide Squad. Ce serait bien si vous pouviez y aller un petit peu mollo. Merci. Bah, en plus, j'ai pas ramené que Avatar. Hein. Rappelle-toi, il y avait d'autres films dans la besace. Hein. Je sais pas où tu les as mis, mais. D'ailleurs, dans ton petit flashback du début, tu nous as juste montré comment t'avais trouvé le DVD d'Avatar. Mais du coup, les autres, ils viennent d'où? Ah, ça. Ça, c'est une autre histoire, ça.